Téléspectateurs d'Event News TV, bonjour et merci de votre fidélité. Nous recevons aujourd'hui en toute exclusivité M. Turbus Kofi, l'ancien directeur général de l'INSAC qui se trouve à Paris. Il passe aujourd'hui par Paris et il a accepté de passer sur notre plateau pour parler avec nous, surtout de son nouveau livre, ce nouveau ouvrage à polémique, on va le dire comme ça, Non à l'appel de Daoukro, cet ouvrage qui lui a valu le limogeage de son poste de directeur général de l'INSAC. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur. Alors est-ce qu'on peut toujours vous appeler monsieur le directeur? Vous voulez garder son nom ou alors on va dire toujours, on va tout simplement Turbus Kofi? Je peux faire Turbus Kofi, de toute façon, ces titres ronflants ne m'ont jamais intéressé, j'ai été plus que directeur. J'ai été conseiller spécial avec le rang de ministre délégué. Donc, ce n'est pas n'importe le directeur qui va m'impressionner. Non, non, j'ai toujours préféré être Turbus Kofi. Merci. Alors, Turbus Kofi, pour ceux qui ne le savent pas, ancien directeur de l'INSA, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il est surtout auteur de plusieurs ouvrages, notamment la pièce de théâtre Le Paradis Infernal, une œuvre qui a même été récompensée par le prix Gabriel Germinet de RFI en 1996. Ensuite, Turbus Kofi sort un recueil de nouvelles intitulé L'embarras de Dieu, qui paraît en fin 2005, voilà, fin 2005. Et puis suit l'ouvrage L'amour est un grand pleur, paru en 2013. Et puis, il ne faut pas l'oublier, Turbus Kofi aussi est un grand amateur de guitare, de musique, de jazz. Voilà, c'est un artiste complet et c'est un plaisir pour nous de recevoir ce genre d'artiste sur notre plateau. Monsieur Turbus Kofi, vous avez écrit un livre qui s'appelle Non à l'appel de Daoukro. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'appel de Daoukro? De vouloir faire de M. Ouattara le candidat exclusif du RHDP. Et ma thèse est que toute exclusivité induit une exclusion. Là où M. Bédié dit tout sauf Ouattara, mais Ouattara seul, j'ai dit non, Ouattara et les autres. C'est Ouattara lui-même qui a combattu l'exclusion. Au nom de l'exclusion dont il a été victime, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu la rébellion, parce que tout au long de ces années, il avait estimé qu'il avait été exclu du débat politique en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas qu'à son tour, il accepte qu'un parti, un chef de parti puisse exclure les intelligences de son parti pour lui accorder les faveurs d'aller à une présidentielle. Non, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit non à l'exclusion. Je rappelle qu'en 2010, et ça, je l'ai développé dans ce livre, lorsqu'il fallait aller à la présidentielle, nous qui étions de la mouvance aux fautistes, avions même proposé que le RHDP ait un seul candidat contre Laurent Gbagbo. Ils ont dit non, 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 les textes du RHDP ne permettent pas un seul candidat. Les RHDP disent qu'il faut qu'on ait une candidature dispersée. Au second tour, on va se retrouver. Je ne comprends pas que cette fois-ci, il n'y a même pas de danger. Il va écarter les autres candidats pour aller seul. Et je me pose des questions. Est-ce que M. Ouattara a peur d'être battu ou quoi? Tu as un parti politique qui s'appelle le RDR. Tu vas en élection avec le RDR. Il y a un autre parti qui s'appelle le PDCI. Il va au parti avec ses candidats. Et vous vous retrouvez entre leaders de parti et vous décidez que le PDCI n'aura pas de candidat autre que le candidat du RDR. Mais on en est où là? On va en revenir, M. Turbus Kofi. On va surtout parcourir votre livre qui est un condensé de très bonnes choses, on va le dire comme ça, on ne va pas bouder notre plaisir. Nous l'avons lu et c'est un livre qui parle beaucoup, qui revient sur la crise ivoirienne et avec beaucoup d'annonces qui sont vraiment très très pertinentes. Et nous allons inviter tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, à chercher à se le procurer parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la crise ivoirienne s'ils veulent comprendre cette crise. Mais quand on va à la page 29, M. Turbus Kofi, oui. Alors à la page 29, vous dites que la candidature unique n'est pas une option erronée. Dans son principe, elle n'est pas dans le principe, elle n'est pas une option erronée. Vous savez, moi, je suis d'abord avant tout un enseignant. Ce livre, dans le fond, c'est une banale dissertation philosophique. Une première thèse, pourquoi il faut la candidature unique, une antithèse, pourquoi il ne faut pas de candidature unique, une synthèse, et puis une conclusion qui est le dépassement de la contradiction principale. Donc, dans le fond, ce n'est pas quelque chose d'erroné. La preuve, c'est que je vous ai dit qu'en 2010,
pendant la présidentielle, nous autres, la mouvement présidentielle, parce que j'étais le porte-parole de mouvement pour le néo-foutisme, on avait proposé une candidature unique. Oui, mais c'est justement ce que le président Bédié propose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? La candidature unique contre un adversaire. Lequel? Mais c'était à l'époque, c'était la candidature unique contre M. Laurent Gbagbo. Oui, mais aujourd'hui, c'est la candidature unique pour faire front, pour sortir le pays de la crise, comme ils le disent. Mais contre qui? Contre la crise, contre l'exclusion, contre tous autres. Non, c'est contre l'exclusion qu'il faut permettre que les autres soient candidats. Non, je ne vois pas la chose comme cela. Mon problème est le suivant. On sort d'une élection aux résultats contestés, et je le dis contestables. On a eu beau dire, les fraudes ont été massives, des deux côtés. Que ce soit du FP, du côté du FPI, du côté du RHDP, du RDR, il y a eu des fraudes, elles sont massives. Donc les résultats sont non seulement contestables, mais contestés. La preuve, c'est que M. Laurent Gbagbo continue de dire que Ouattara n'a pas gagné l'élection, que c'est lui qui l'a gagné. 2015 nous donne la possibilité de savoir si le candidat qui est là, le président qui est là, ça a été effectivement le président choisi par les Ivoiriens. La seule possibilité pour nous de savoir, c'est qu'il y a en face de lui un candidat de poids. Ils vont aller à l'élection et le peuple ivoirien va prendre le candidat que son cœur lui a demandé de choisir. Oui, mais M. Turbis Kofi, excusez-nous, on va peut-être vous interrompre, mais ce que nous ne comprenons pas dans votre développement, c'est que vous dites que le procédé de la candidature unique n'est pas une option erronée. D'accord, on est d'accord avec vous. Oui. Et en même temps que le président Bédié annonce qu'il souhaite que ce soit Ouattara qui soit le candidat, candidat du RHDP, vous trouvez qu'il y a exclusion. Alors qui on exclut? Vous n'avez pas bien lu. Qui on exclut? Qui est exclu? Oui, on n'avait pas bien lu. Le président Bédié n'a pas dit qu'il souhaite. Il dit, je décide que tu seras le candidat et je ferai valider ça. Il décide. Oui, mais l'appel de Daoukro n'est pas signé de son nom, comme vous l'avez écrit. Non, c'est signé de son nom, mais pas en tant que président du PDCI. Oui. Donc lui, un simple individu, un simple citoyen, il décide que M. Ouattara, je dis non, tu n'es qu'un simple citoyen, tu n'as pas décidé du destin de la Côte d'Ivoire à ma place. Moi, Tibis Kofi, ressortissant de Boto de Boaké, j'ai dit non. Et voilà les raisons pour lesquelles j'ai dit non à ton appel. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres, je n'aime pas qu'on m'impose que tu sois en démocratie. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ce ton péremptoire que je lui refuse. Alors, merci beaucoup. Et puis, pour poursuivre dans le livre, à la page 36... En plus, oui, je rappelle, son parti, le PDC, a tenu un congrès pour dire nous irons à la présidentielle avec des candidats. Et lui seul, en tant qu'individu, il dit non, moi je décide que ça sera comme ça et je ferai valider ta candidature. Ah non, on ne va pas continuer comme cela en Côte d'Ivoire. Même vous pouvez qu'il nous parle avec respect, s'il vous plaît. Alors, à la page 36, comme je le disais tout à l'heure, on lit ce qui est écrit. On le voit, l'appel de Daoukro entretient des zones d'ombre qu'il est nécessaire de débrouiller sous peine de conduire le pays dans une autre impasse politique aux conséquences imprévisibles. Des raisons fondamentales m'amènent à douter du bien fondé de cet appel et conséquemment à déconseiller cette voie au RHDP, notamment au président Ouattara. Et vous exposez les raisons pour lesquelles vous dites ça. Vous estimez que la candidature unique de Ouattara est une option antidémocratique et irréaliste. C'est un non-sens politique. C'est une source de division, une source d'instabilité institutionnelle. Monsieur Turbis Kofi. Oui, j'ai dit, c'est d'abord antidémocratique. Vous avez vu, j'ai déjà démontré. Il y a un congrès qui décide. Et des mois plus tard, un individu, à son nom personnel, remet en cours les décisions d'un congrès. Et pour le point de vue d'un individu, ça va faire encore un congrès extraordinaire. Ça, c'est antidémocratique. Surtout qu'il ne dit même pas président du PDCI. C'est même pas... À la limite, je me demande bien si M. Bédié n'était pas en train de provoquer les gens. Parce que lorsqu'il ne signe pas président du PDCI, ça veut dire quoi? Ça, c'est mon point de vue personnel, ça ne vous engage pas. Vous n'êtes pas libre de m'écouter. Et puis les gens l'écoutent. Ils le suivent. Pourquoi? C'est pourquoi une amie m'a dit, mais l'appel de Daoukro est un vrai faux appel. Si M. Bédié voulait une méthode pour révolter les Ivoiriens comme Ouattara, la meilleure méthode, c'était vraiment l'appel de Daoukro. Je connais des gens qui aimaient Ouattara, mais qui sont tellement remontés à cause de cet appel qu'ils ne voteront plus pour Ouattara. Moi-même qui étais acquis à la cause de M. Ouattara, je me suis retrouvé en train de me remettre en cause. J'ai dit, ah non, on ne peut pas continuer comme cela. Il est qui Bédié pour nous imposer ça? Donc, c'est une décision antidémocratique. Un non-sens politique. C'est un non-sens politique parce que, enfin, le bon sens politique veut que vous êtes plusieurs partis,
l'élection arrive, tu as des intelligences, vous avez la possibilité de prendre le pouvoir d'État, le bon sens recommande que vous preniez le pouvoir d'État. Si vous ne pouviez pas, que vous décidez de vous faire représenter par quelqu'un, encore je peux comprendre. Mais le PDC a toutes les intelligences possibles pour prendre le pouvoir d'État. Et si Amara peut battre proprement à l'Assemblée présidentielle, et Charles Kouna Bani peut battre proprement à l'Assemblée présidentielle. C'est ton parti. Comment tu peux décider que non, je sais que mes candidats peuvent gagner, mais je ne veux pas qu'ils gagnent, il faut que ce soit un autre candidat. Ce candidat-là qui, lui, a fracturé son parti. Il ne faut pas l'oublier, hein. Je frapperai ce régime moribond au moment opportun et il tombera. Ce régime a été frappé et il est tombé. Et M. Henri Konan Bédié cherche encore qui a fait le coup d'État. Je dis, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Il t'a dit qu'il va te frapper, tu vas tomber. Tu as été frappé, tu es tombé. Tu dis, mais qui m'a frappé? C'est une question qu'on te pose. Ah non, c'est bien le RDR qui a été la fracture au sein du PDCI. Ils ont estimé qu'ils n'ont plus leur place là-bas. Donc ils aillent à l'élection avec leur candidat. Et le PDCI qui a été fidèle à la ligne du fouet ira aussi à ses candidats. Si le PDCI n'avait pas de candidat fort, je peux dire, ah non, quand le PDCI n'a pas de candidat fort, c'est pour cela que Bédié veut un candidat charismatique pour représenter la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que M. Ouattara soit plus charismatique qu'un ici à Mara, qui a servi la Côte d'Ivoire diplomatique pendant plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'a pas servi, qui ne s'est jamais mis au service d'un autre pays, et qui est toujours resté ivoirien, qui avait avec nous. Je ne crois pas que M. Alassane Ouattara soit plus charismatique que M. Charles Konan Bani. Alors, quand vous dites, entre griffes, quand vous dites que ici Amara est resté toujours ivoirien, qui est resté avec nous, mais je n'ai pas fini. Une page. Non, je n'ai pas fini. Vous dites donc on va revenir, ouais, une source de division. Une source de division, oui. Une source de division parce qu'on n'est pas tous d'accord avec ça. La preuve, c'est que quand il a parlé de son appel, il y a eu combien de candidatures? 4 ou 5 candidatures. Avant que mon livre sorte, il y avait déjà M. Jérôme Brou qui avait dit non, qui n'était pas d'accord. M. Bani n'était pas encore décidé. Bon, mais Kakabe déjà avait dit non. Kakabe avait dit non. M. Jérôme Brou avait déjà dit non. Donc c'est une source de division au sein de son parti déjà. Alors c'est clair. Ensuite, parce qu'il exclut les intelligences du PDCI, c'est dangereux. C'est justement ce délit que nous avons commis d'exclure un candidat lors de nos jours présidentiels. C'est ce délit-là qui nous a valu, je le répète, le coup d'État et la rébellion. Et ce qui me... Vous voyez, j'aimerais attirer l'attention des Ivoiriens sur un fait. J'ai quand même une petite éducation dans la spiritualité et ceux qui me font peur. Je me suis bien demandé si cette présidentielle n'est pas un tour du destin que le ciel envoie à la Côte d'Ivoire. Un signe, un appel du destin. Je vais vous dire pourquoi. Dans le fond, quand on examine bien la configuration actuelle de la carte politique en Côte d'Ivoire, la situation politique, tous nos problèmes sont dus à quoi? Bédié Ouattara. Il y a 15-20 ans, sous Fouet, on a eu un premier ministre que nous ne connaissions pas. Il a fait la BCAO. Il est devenu Premier ministre. On l'a écarté de la présidentielle. Ça nous a valu une rébellion, une guerre. 15 ans plus tard, le destin nous envoie un Premier ministre qui sort de la BCAO. BCAO, Premier ministre. Et encore, M. Henri Konan Bédié va l'exclure la présidentielle. Comprenez? C'est quand même un appel du destin qu'il faut pouvoir analyser. La même personne exclut encore des gens qui sont sortis de la BCAO et qui ont été Premier ministre. Ça nous a valu ce que nous savons. Et c'est toujours le même Bédié. Mais pourquoi? Et là, quand vous dites ça, vous parlez de M. Bani. Oui, mais pourquoi? Est-ce que là, ce n'est pas le ciel qui est en train de nous envoyer des signaux pour voir si on a su tirer les enseignements de l'histoire? Est-ce que vous avez su tirer les enseignements de l'histoire? Ouattara vient de la BCAO, il a été Premier ministre, un siège du Faux-Boigny. Charles Konan Bani vient de la BCAO, il a été Premier ministre, siège du Faux-Boigny, et encore Yamoussoukro ou Oufoué. Et c'est lui que vous voulez exclure. C'est ici à Mara que vous voulez exclure. Mais peuple imprévoyant, est-ce que vous n'avez rien compris dans votre vie? Vous ne savez pas tirer les enseignements du passé? J'ai l'impression qu'il y a aussi ces signaux-là que le ciel nous envoie. Il faut qu'on soit attentif à ces signes. Alors, on va poursuivre. Une source d'instabilité institutionnelle. C'est le dernier point, oui. Le dernier grief que vous avez contre l'appel. Oui, l'instabilité institutionnelle, c'est quoi?
Depuis le décès du président Oufou jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un régime stable, un régime normal. Nous sommes dans l'instabilité politique permanente. Tous les régimes qui sont succédés après Oufou ont été des régimes de transition. Monsieur Bédié, c'est une transition. De 2013, de 1993 à 1995, c'était une transition. En 1995, il organise des élections où Laurent ne participe pas parce que le texte n'était pas clair, c'était malhonnête, Laurent n'a pas voulu. On exclut M. Ouattara, donc une élection au résultat contesté et non reconnu, non seulement par la communauté nationale, mais par la communauté internationale. Bédié donc a un pouvoir vacillant, il gère donc un pouvoir vacillant, contesté autant par l'opinion nationale qu'internationale. La ceinture défensive de l'exécutif ivoirien devient faible. 99, ce régime chute, un coup d'État. Un coup d'État gagné au pouvoir, c'est une transition de type militaire, militaro-civil, puisqu'il y a des civils qui ont participé à la transition. 2000, la présidentielle de 2000, on sait comment ça s'est passé. Exclusion de M. Henri Konan Bédié, exclusion de M. Alassane Ouattara, guerre pour parvenir au pouvoir, des morts sur le pavé. Laurent Gbagbo arrive à l'exécutif dans un climat de contestation. Robert Gueye dit que Laurent n'a pas gagné, Laurent dit que Laurent Gueye n'a pas gagné. Nous sommes encore dans une situation de transition. 2010, la même situation. Enfin, 2015, la Côte d'Ivoire a la possibilité d'organiser une élection démocratique, transparente, ouverte à tous, où les Ivoiriens vont aller choisir l'homme qu'ils veulent pour présider aux destinées de leur pays. C'est assurément précis que Bédié dit non. Candidat Alassane Ouattara, candidat à l'Union, mais où on va? On ne va pas continuer comme ça dans cette période, on ne va pas multiplier comme ça les épisodes d'instabilité politique chronique. Non, il faut qu'on arrête un jour. Je vous dis que si on accepte ce que Bédié a dit, la Côte d'Ivoire va s'enfoncer encore dans la guerre. Merci M. Turbis Kofi, on vous a très bien compris. On va poursuivre l'exploration de votre livre et on va revenir en arrière un tout petit peu, oui, après la page 36 pour venir à la page 31. Oui. Et à la page 31, vous reconnaissez, et je vais vous lire, vous dites, c'est un paragraphe qui est perdu au milieu de la page 31, les Ivoiriens disent, chien ne mange pas chien. C'est-à-dire qu'entre amis et partenaires, on ne se crée pas d'ennuis inutiles. Alors, quand vous le dites, pourquoi cette assertion n'a pas été valable pour votre ami Laurent Gbagbo en 2010? C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas soutenu Laurent Gbagbo en 2010, lui qui était votre ami? Non. Je commence ce que vous voulez dire. Laurent et moi, c'est une histoire qui est trop compliquée. Si on doit continuer, si on en parlait ici, on n'en finirait pas. Si vous voulez, on peut faire une émission spéciale sur lui. J'étais fâché contre Laurent parce que j'estime qu'il avait trahi l'idéal de gauche. Nous sommes des gens de gauche. Nous avons un idéal, nous avons une ligne. Quand Laurent arrive à la tête de l'exécutif, ce n'est pas des hommes de gauche qui l'entourent. C'est la droite qui l'emporte. Vous étiez au palais. Et c'est pas pour rien que Baba Maurice a parti. Vous étiez au palais vous-même. Oui, c'était mon ami. Moi, dès qu'il mange, quand la table, je suis assis. J'étais assis à quoi? À sa gauche, en tant qu'homme de gauche. Simon à sa droite. Et les autres à côté. Non, j'ai rien à dire. Hein. J'étais un enfant du palais. Moi, dès que j'arrive, j'ai assis à sa table. On discute entre amis. Voilà. Je pense même que ça a dû me créer des ennuis là-bas au palais parce que ça fait déjà lourd. Après, on a commencé à me dénigrer, à me créer des ennuis. À chaque fois qu'un chef d'État dit que Tibus est mon ami, Tibus a des ennuis. Alassane Ouattara allait chez moi au village. Il a fait un discours, il dit Tibus c'est un grand intellectuel, je l'adore. Depuis qu'il a dit ça, je ne fais qu'avoir des ennuis. Madame Maurice pensait que j'allais lui prendre son poste. Il a profité de ce petit livre, me liquider à la tête de l'INSAC. Donc, à la limite, je ne veux même plus qu'un chef d'État me prenne pour son ami, comme me laisse dans mon coin. Voilà. Donc, Laurent, c'est une autre affaire. C'était un positionnement idéologique, je n'ai pas aimé, entre nous. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, Laurent s'était transformé en disciple de M. Félix Houphouët-Boigny. Si M. Houphouët-Boigny fait faire comme Houphouët-Boigny, moi, je préfère aller avec les enfants de Houphouët, Alassane et Bédié. Mais ce n'était pas pour faire comme Houphouët qu'on a mené tout ce combat. C'était pour diriger autrement. C'était des livres du FPI. Diriger autrement.
On a fait les 10 propositions pour diriger la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour faire ça. Qu'est-ce que vous reprochez réellement et concrètement à Laurent Gbagbo? Oui, mais ce livre ne parle pas de Laurent Gbagbo, il ne parle pas de l'appel d'Aouro. Nous sommes à la page 31, il y a beaucoup de choses que vous dites. Je dis que Laurent, à ce moment, avait trahi l'idéal de la gauche ivoirienne. C'était un gouvernement de droite qui était là, ce n'était pas un gouvernement de gauche. Tout était à la privatisation. Je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter qu'on ait donné le port à M. Bolloré pour 18 années d'exploitation exclusive. Non, je n'étais pas d'accord. Et je n'étais pas d'accord non plus pour qu'il ait engagé le combat contre le capitalisme international à ce moment précis de l'histoire de la Côte d'Ivoire où le pays était fragile. Tactiquement, c'était une option erronée. On peut prendre toute une journée entière à parler de ces choses-là. Mais on n'est pas venu pour ça. Moi, je suis en train d'écrire un livre qui va les décrire et puis qui va parler de ça. Puis, en 2005, j'ai publié Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. J'ai accordé au moins une centaine de pages aux raisons de ma rupture avec le FPI. J'ai analysé le concept de la refondation. Je sais d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été créé. Je les connais, je connais Laurent, on en a eu à discuter. Lisez ce livre, Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin, et je reviendrai encore ici dans vos studios, nous en discuterons. Merci, M. Turbis Kofi. Alors, on va continuer l'exploration de votre livre. On se retrouve désormais à la page 46. Et la page 46, il y a quelque chose de fort que vous écrivez là. Vous dites, et je vais vous lire, oui, ces 3 lettres, RDR, resteront à jamais les signes de la dissidence au sein du parti qui se veut rassembleur, créé par Félix Houphouët-Boigny, le père référentiel. On ne peut pas revenir à la maison en gardant sur soi les stigmates et symboles de la colère et de la rupture qui jurent avec le concept d'unité et d'union. Le disant, je continue. Oui. Le sigle RDR reste une excroissance maligne sur le corps du PDCI RDR. Oui. On vous écoute. Oui, mais enfin, moi je ne comprends pas. C'est eux qui sont partis. S'il va revenir PDCI-RDA, il revient plus devenir PDCI-RDA. Non, vous êtes contre le nom PDCI-RDR. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est le RDA signifie fracture, signifie refus de composer avec le PDCI-RDA. Quand tu mets PDCI, tu composes avec le PDCI, tu viens aujourd'hui PDCI-RDA, mais ça veut rien dire. Si maintenant tu estimes que la fracture, les raisons de la dissidence sont finies, et qu'il n'y a plus de raison que vous soyez divisés, vous revenez à la maison mère. C'est aussi simple que ça. Mais tant qu'ils conserveront le cycle RDR, c'est qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec le PDCI-RDA. Merci, M. Turbis. Oui, c'est une explication qui se comprend très bien. Page 56. Oui. Page 56. Oui. Alors, et là, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais on va revenir un peu dessus, l'illégitimité du pouvoir Ouattara. Et vous dites, faut-il compter la présidentielle d'octobre 2010 et ces milliers de morts sur le pavé? Ces milliers de cadavres sacrificiels qui problématisent la légitimité de l'actuel régime. Alassane Ouattara et le RHDP sont en effet arrivés au pouvoir à l'issue d'une présidentielle obscure, aux résultats contestés et contestables, mais aussi et surtout à l'issue d'un conflit armé au cours duquel ils sont sortis vainqueurs grâce à l'intervention militaire de leurs alliés français. Mais bien sûr, est-ce que c'est faux? Vous étiez avec le régime. Mais j'ai même mis nos alliés, voyez la note de page. Oui, je le vois. Oui. Mais vous étiez avec le régime, vous avez soutenu ce régime, vous avez milité pour ce régime, vous saviez très bien ce que vous écrivez, vous le saviez. Comment ça se fait qu'un démocrate comme vous s'est retrouvé dans un régime qui a marché sur le sang des autres pour arriver au pouvoir? Non, entendons bien. La note 17 explique très bien ma posture. La note 18. Oui, je l'ai vu. Membre fondateur et porte-parole alors du MNH, Mouvement pour le néo-fautisme, j'ai combattu par la plume et par la voix pour l'avènement du RHDP, son candidat Alassane Ouattara. J'ai même plaidé sur les antennes de radio télévision en faveur d'une intervention militaire fondée pour chasser Gbagbo du pouvoir et mettre un terme à la guerre qui décimait notre peuple. Mais j'ai dit aussi pourquoi est-ce que j'ai fait cette option. Tu ne peux pas dire que tu es membre de porte-parole du mouvement pour le néo-fautisme et puis ne pas supporter la mouvance fautiste. Vous comprenez? Mais au moment où moi je faisais ça, je n'avais pas dit qu'on allait aller en guerre pour aller mettre M. Gbagbo en prison, puis nous on allait prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça. On est allé à une élection présidentielle. Je vous dis que ce que je dis, ce n'est pas une invention. Non, c'est clair. Jusqu'à aujourd'hui, M. Gbagbo conteste la victoire de M. Ouattara. Il est fort évident qu'il y a eu des fraudes. Yaoundé lui-même reconnaît qu'il y a eu des fraudes.
Les fraudes, il y en a eu. Ce qu'on lui reproche, c'est le fait d'avoir invalidé les voix de M. Ouattara pour déclarer M. Laurent vainqueur, parce que ce n'est pas ça que les textes lui demandent. Les textes disent que si tu constates qu'il y a eu des fraudes massives dans un endroit, tu invalides et tu fais reprendre la consultation. Voilà ce que dit la loi. Donc ce qu'on lui conteste, c'est la légèreté, la liberté qui s'est donnée d'invalider les candidats, les voix de l'autre, et puis de proclamer Laurent Gbagbo vainqueur. Toujours est-il que les fraudes ont été constatées. C'est vrai qu'il y a eu des fraudes. Choy lui-même reconnaît qu'il y a eu des fraudes. Fraude n'a jamais dit qu'il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu des fraudes. Donc si c'est fraude, s'il y a eu des fraudes, que ça a été avéré, ça veut dire que les résultats sont contestables. Ce qui problématise la légitimité d'un pouvoir. Donc en réalité, si on devait être conséquent envers nous-mêmes, on aurait dû reprendre toute la présidentielle de 2010. Mais comme on n'a pas que ça à faire, on n'a pas pu la reprendre, mais au moins en 2015, que ce soit des choses propres, vraiment propres les gars, propres. Je ne suis pas sûr que les Ivoiriens seraient satisfaits de savoir que des candidats qui auraient bien voulu voir la présidentielle n'aient pas pu aller en compétition et que ça a été plutôt M. Ouattara seul. Non. Monsieur Tibisco, vos détracteurs disent que vous militez, vous prêchez pour la chapelle de M. Bani. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, même si c'était le cas, en quoi est-ce un délit? Et ils ne prêchent pas pour Ouattara. Il n'y a pas de gens qui prêchent pour Babo. Il n'y a pas de gens qui prêchent pour Siamara. Il n'y en a pas qui prêchent pour Blé Goudé, pour comment, Kakabé. Mais au nom de quoi Tibus, Kofi, lui, seul dans ce pays, n'aurait pas le droit d'aimer quelqu'un? J'ai aimé Gbagbo, je me suis battu pour M. Gbagbo. On a gagné, et puis à un moment on a perdu. Après, je suis allé avec M. Ouattara, j'ai soutenu son combat. C'est M. Bani qui m'a demandé d'aller me battre M. Ouattara. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Et que M. Ouattara, je le lui répète, c'est M. Charles Kouna Bani qui m'a appelé, l'a mis à disposition un véhicule. On a fait tout le pays baoulé avec lui pour Ouattara. Mais ça a été difficile, très difficile. Je vous assure qu'on a été dans un village où le chef, vous pensez le baoulé, hein, n'hésite pas à le dire. Mais toi, comment toi, Kouna Bani, tu peux venir demander qu'on donne nos voix à quelqu'un qui s'appelle Draman Ouattara? Ça veut dire chez un baoulé. Ça a été très très dur. Mais je me rappelle l'intervention de M. Bani. Il dit non, observez un peu les signes. Je suis né dans le même mois que Ouattara. On est né autour de la même année. On a tous les deux fait la BCAO. On a tous les deux été Premier ministre. Nous sommes tous les deux des filles du Fouboigny. Donc ne voyez pas le nom, ne voyez pas l'origine. Vous voyez le filleul de Fouet. Et puis c'est mon frère. Si vous m'aimez, les voix que vous auriez pu me donner, donnez ça à M. Ouattara. Voilà comment on a réussi, nous, à envoyer le peuple baoulé, à donner leur voix à M. Ouattara. C'est pour ça que tout ce qu'on fait subir à M. Bani aujourd'hui me fâche. Que M. Ouattara cherche à disqualifier M. Charles Kouna Bani, ça me fâche. Parce que je suis témoin de ce que M. Ouattara, M. Bani a fait pour M. Ouattara. Je suis témoin des pensées positives que cet homme nourrit pour M. Ouattara. Ce sont des amis. Comme Bédié et Ouattara furent des amis, ce sont des amis. Bédié nous a trompés au cours de l'année 90. Il nous a fait croire que ce monsieur était un ennemi de la Côte d'Ivoire et que c'était son ennemi. On a tué des Ivoiriens pour ce combat stupide et inutile parce que M. Bédié a mis la haine dans le cœur des Ivoiriens contre M. Ouattara. 20 ans plus tard, après les massacres, il s'en va à Douaoukro pour dire nous sommes des amis, nous sommes des frères, on sait, mais vous foutez de qui? Si on était un peuple responsable, on traduirait qu'on a besoin de justice. C'est toi qui nous as amenés là. Comment 20 ans après tous ces milliers de morts, tu veux nous dire c'est mon frère? Mais il fallait nous dire ça au début. Ouattara et Charles Kouna Bani sont des frères. On recommence encore les mêmes bêtises qu'on a faites il y a 15-20 ans qu'on a envoyé la guerre. Rien que pour une question de pouvoir aujourd'hui, M. Ouattara se comporte comme si Charles Kouna Bani était son ennemi. Mais où on va? Où on va, justement, où on va, et c'est par ça qu'on va conclure, M. Tibis Kofi. On ne finira pas de ce livre, comme je l'ai dit tantôt, je conseille à nos téléspectateurs de l'acheter pour voir ce qu'il contient, mais nous, on va aller directement à la conclusion, et ce sera à la page 125. À la page 125, vous écrivez ceci: au moment où je boucle ce livre, j'apprends la destitution du président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré. La rue venait ainsi de déposer l'homme qui régna sur la sous-région pendant des années par la terreur et la puissance de son armée.
et de ces milices qui avaient pourtant cadré tout le Burkina Faso durant les 20 années de règne, 27 années pardon, de règne absolu de l'ex-compagnon de Thomas Sankara. Posséder une armée n'est donc pas une garantie suffisante pour exercer le chantage de la terreur sur un peuple afin de rester au pouvoir. Les Burkinabés l'ont prouvé. Oui. Et quand vous dites ça, vous faites allusion à qui? Oui, c'est parce que dans la paix d'Aoukro... On voit que vous parlez de Blaise Compaoré, mais... Oui. Je vais vous dire ce qui m'a choqué, en réalité, qui m'a poussé à écrire ce livre. Dès qu'ils ont parlé de cette affaire de Daoukro, bon, moi j'écoutais ça avec une oreille distraite, parce que j'ai mieux à faire que de m'occuper de cette chose. J'avais décidé de ne même plus me mêler à la politique. Mais il y a un argument qui m'a fait peur. Je lis les journaux. Non, il faut que Ouattara soit reconduit pour qu'on puisse avoir la paix. Non, c'est au nom de la paix qu'il faut reconduire Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que lui ne sera pas président, toujours président, nous n'aurons jamais de paix. Mais c'est dangereux. Mais lui, Ouattara, mais ça devait le gêner qu'on dise ça. Reconduisons-le pour avoir la paix. Ça veut dire, si tant que tu n'as pas le pouvoir, tu vas nous faire encore la guerre. Tu vas passer ton temps à tuer un peuple pour ça, pour le pouvoir. Mais alors, quels sont les moyens pour lui de nous empêcher d'avoir la paix? C'est pas une armée. C'est pas la guerre. La guerre, on l'a fait avec une armée. Alors, j'ai dit, mais si c'est parce qu'il possède une armée qui va exercer le chantage, la terreur sur les Ivoiriens, mais il se trompe. Il y en aura au moins un qui lui dira non. S'il veut me tuer, qu'il me tue. Mais je dirais non. Et posséder une armée n'est pas une condition pour dire que nous allons accaparer le pouvoir et exercer le chantage, la terreur sur ce peuple-là. Les Burkinabés ont prouvé. Blaise Compaoré a été bel et bien déposé. On peut aussi le déposer, malgré son armée. Si c'est à ce prix qu'il veut se maintenir, moi j'appellerai le peuple ivoirien un soulèvement. Si c'est à ce prix. Mais j'espère et je crois que ce n'est pas à ce prix que M. Ouattara veut se maintenir. Que M. Ouattara veut aller en toute honnêteté, comme tout bon démocrate, en toute honnêteté à des élections et de manière pacifique, en acceptant que ses autres frères ivoiriens aillent aussi en compétition avec lui. Je conclus. Là où Bédi a dit Ouattara ou rien, moi j'ai dit Ouattara et les autres frères ivoiriens, où est le délit là? Là où Bédi dit on va exclure des gens, j'ai dit non, pas d'exclusion, que tout le monde aille. Sous Gbagbo, on a dit élection transparente, démocratique et ouverte à tous. Même à Adama Daïko, qui n'avait même pas le droit d'y aller, ça lui a été ouvert. M. Laurent Gbagbo a pris un texte spécial permettant à M. Bédi, qui était fort clos par la Constitution, de la présidentielle. M. Gbagbo a été plus loin, il a pris un texte spécial pour M. Ouattara, qui était fort clos par la Constitution et la loi électorale, les dispositions constitutionnelles. M. Gbagbo a fait tout cela. Mais pourquoi ça notre tour? On doit prendre des dispositions pour ne pas que les autres aillent. Pourquoi? Mais vous aussi, Ivoiriens. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Tibus Kofi, merci, mais on ne va pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'intention d'aller rendre visite à votre ami Laurent Gbagbo? Ah oui, j'irai. J'ai dit aux Ivoiriens, j'avais écrit un article un jour, j'ai dit, qui sait si ce n'est pas Tibus Kofi qui va écrire l'épopée de Laurent Gbagbo? Et je sens que c'est moi qui vais écrire cette histoire de Laurent Gbagbo. Parce que je la connais, je l'ai vécu avec lui. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Qu'on se soit tué sur l'enfermement de Laurent Gbagbo. Il y a eu beaucoup de peur, puis on était fatigué aussi de la guerre. Il fallait qu'on se mette à reconstruire un peu le pays. Mais on ne peut pas continuer ça. Je vous l'ai dit, les gars, les frères, ce n'est pas normal. Cet homme a été notre chef. Il a été le président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'aime. Malgré le fait que, malgré tout le soutien du RHDP à Ouattara, Laurent Gbagbo a 48%. Alors, j'étais surpris, aïe, malgré tout ce qu'on a fait, le type a eu 48%. Mais c'est bel et bien près de la moitié de l'électorat ivoirien dont on décide de se passer. Dans tous les cas, le symbole de notre ex-chef en prison n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. On a eu beau dire, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'Afrique qui, une fois de plus, livre un de ses enfants. On ne peut pas continuer ça, cette politique. Il faut qu'on le libère. Merci, M. Tibus Kofi. Merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs d'Event News TV, nous étions avec M. Tibus Kofi, l'ancien directeur de l'INSAC, qui est de passage à Paris et qui a bien voulu nous rendre visite à nos studios. Merci pour votre passage et on se retrouve à bientôt. Merci.